L'histoire de la famille Ayo illustre comment les fortunes békées ont pu se bâtir à partir de systèmes d'exploitation humaine. En effet, leur richesse actuelle trouve ses racines dans des pratiques telles que l'engagisme blanc, l'esclavage des populations kalinagos et des esclaves africains, ainsi que dans les indemnisations versées en 1849 aux anciens propriétaires d'esclaves affranchis. L'entreprise Hayot a également bénéficié d'un soutien financier important, notamment un prêt de 12 millions de francs accordé par la Banque coloniale qui a permis d'étendre leur monopole économique en Guadeloupe. Ce monopole s'explique en partie par un contexte historique clé, la première abolition de l'esclavage qui a eu lieu en Guadeloupe, mais pas en Martinique, ce qui a profondément influencé l'équilibre des pouvoirs dans les deux îles. Pendant que la Guadeloupe abolissait l'esclavage sous l'impulsion de l'expédition républicaine de Victor Hugues en 1794, la Martinique restait sous le contrôle des planteurs békés, fervents partisans de la royauté, qui refusaient la République et l'égalité entre hommes, notamment en maintenant la traite négrière et l'esclavage. En effet, en 1792, l'Assemblée décide d'envoyer 2000 hommes à la Martinique sous les ordres du vicomte de Rochambeau, de son nom Donatien de Vimeur, pour imposer la République à la Martinique. Quand ils débarquent dans la baie de Fort-de-France, les représentants du parti du roi, donc les békés, arborent le drapeau blanc, signe de soutien à la royauté, et s'opposent au débarquement des troupes de la République. Ils quittent la Martinique pour Saint-Domingue, sans avoir réussi à imposer la République dans l'île. Le parti des békés prend le pouvoir en Martinique. Ils envoient 2 représentants, Dubuc et Kurt, à Londres pour y rencontrer 2 frères de Louis XIV exilés en Angleterre et leur affirmer leur soutien. Les Noirs et les Métis libres de couleur ont aussi joué un rôle dans cette lutte républico-royaliste. Les Noirs, libres riches, et les Métis libres riches avaient des esclaves, et ils ne voulaient pas les perdre, sinon ils auraient eu des conséquences économiques colossales. C'est ainsi qu'ils ont rejoint les royalistes et que les Noirs libres pauvres et les Métis libres pauvres avaient fait le choix de la République qui prônait l'égalité entre hommes. Comme les Noirs libres pauvres et les Métis libres pauvres, les békés goyaves se sont joints à la République. L'Assemblée, rassurée par Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse, officier de la marine française et interlocuteur direct des békés sur le fait qu'ils ne perdraient pas leurs esclaves et que ces derniers resteraient leur propriété, les békés se résolvent à accepter la République. Le 28 janvier 1793, ils envoient un courrier à de Lacrosse signifiant leur accord. Le vicomte de Rochambeau, alors gouverneur général de Saint-Domingue, arrive avec ses troupes en Martinique le 3 février 1793. Il installe le régime républicain, devient lui-même gouverneur de la Martinique. Symboliquement, Fort-Royal devient République-Ville. Le 1er février 1793, la France entre en guerre contre l'Angleterre. Cela redonne espoir aux royalistes dont les représentants Dubuc et Kurt avaient signé l'accord de Whitehall avec les Anglais. Cet accord prévoyait que les planteurs auraient aidé les Anglais à s'emparer de la Martinique, qu'une fois la Martinique anglaise, que les Anglais placeraient les békés en tête des institutions jusqu'à ce que la monarchie soit rétablie en France. Face à la menace interne, Jean-Baptiste Rochambeau tente de rallier les hommes de couleur pauvre à la cause républicaine. Il les promeut à des postes prestigieux ou des grades militaires. Parmi eux, Magloire Pélage, libre de couleur, était soldat du Hunaire bataillon de chasseurs et nommé sergent par Jean-Baptiste Rochambeau. Il promet la liberté aux esclaves qui rallieraient les camps de la République et créer 2 bataillons d'hommes de couleur. 1330, 4 hommes de couleur volontaires allaient prendre aux royalistes le centre de la Martinique qui était passé sous leur contrôle. Les royalistes fuient la Martinique et abandonnent leur propriété. Rochambeau ne cessa de faire l'éloge de ces hommes qui avaient aidé à vaincre les royalistes. Dans la nuit du 18 au 19 juin 1793, les Anglais débarquent à proximité de Saint-Pierre pour s'emparer de l'île et sont vaincus par les armées de Rochambeau. Les Anglais se retirent de l'île et amènent sur leurs bateaux les royalistes qui fuient vers les îles environnantes, Trinidad, Grenade, Barbade et la Dominique.
Le 6 février 1794, les Anglais reviennent, mieux préparés que la première fois, et attaquent 3 points de l'île, Sainte-Luce, Trinité et Cazenavire. Jean-Baptiste Rochambeau tente de résister au mieux. Il s'enferme à Républiqueville, qui est assiégée, mais il n'a pas d'autre choix de capituler le 21 mars 1794. Le 4 février 1794, l'Assemblée nationale française avait décidé de l'abolition de l'esclavage dans les colonies, mais pour l'application d'une loi en Martinique, il fallait qu'un bateau gouvernemental arrive dans l'île avec les décrets d'autres textes officiels et qu'ensuite ces lois soient énoncées par le gouverneur. Or, dès le 6 février, les Anglais s'étaient emparés de la Martinique, donc l'abolition de l'esclavage n'a pas pu être appliquée en Martinique. Ce contexte a permis aux grandes familles békés, plus précisément les Ayos, de consolider leur domination économique sur la Guadeloupe dans un système hérité de l'exploitation coloniale et esclavagiste, tandis que la Martinique a conservé ses structures de pouvoir traditionnelles. Les luttes entre royalistes, républicains, békés riches et békés goyaves, libres de couleur riche et libres de couleur pauvre, et esclaves ont profondément marqué ces sociétés. Ainsi, même après l'abolition définitive de l'esclavage, la famille Ayotte a su s'adapter pour maintenir leur influence, profitant des flux financiers, des politiques d'engagisme et de leur réseau économique pour continuer à prospérer jusqu'à aujourd'hui sur le dos du peuple créole martiniquais et sur le dos du peuple créole guadeloupéen en augmentant le prix des produits de leurs supermarchés. Cette histoire met en lumière les traces durables d'un passé marqué par l'injustice, l'exploitation et la hiérarchie sociale imposée par la colonisation, dont les familles békés ont tiré un avantage considérable. Comprendre ce passé est essentiel pour saisir les dynamiques sociales et économiques actuelles dans les Antilles françaises. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.